Chamonix, frontière franco-suisse. Hiver 1890. Dans un village oublié niché dans les Alpes, où la rigueur de l'hiver imprégnait même les silences, chaque famille suivait le même rituel au tournant de l'automne. Elle empilait du bois de chauffage, renforçait le toit et barricadait les fenêtres, avec des planches qui grinçaient depuis des générations. Un de moins. La veuve Élise Moreau, avec ses yeux enfoncés et ses mains toujours couvertes de terre, passait des journées entières à creuser dans son propre jardin. Pendant que les autres priaient pour un foyer puissant, elle creusait en silence. Ils ont dit qu'il était devenu fou après la défaite. Ils ont ri lorsqu'elle a disparu pendant des heures dans un trou creusé dans le sol. Ils appelaient « tombeau », ce qu'elle appelait un abri. « Quand la glace arrivera, il n'y aura pas d'endroit au monde plus froid que ce trou », murmura un voisin. Mais cet hiver-là, ce qui a gelé en premier, ce n'était pas le sol. À Chamonix, la saison de la neige était plus qu'un simple phénomène. C'était un rituel ancestral. Les parents apprenaient à leurs enfants à reconnaître le bruit du premier gel sur les planches, à mesurer l'épaisseur de la glace dans les seaux de l'étable, à prédire les tempêtes de neige au silence des pins. Là-bas, la survie tenait moins à la force qu'à la répétition. Répéter les méthodes, les conseils, les prédictions. S'écarter de cette règle revenait, pour beaucoup, à manquer de respect aux morts qui avaient résisté auparavant. Élise n'a jamais rien répété. Elle vivait seule depuis que son mari, Henri, avait fait une chute mortelle du haut de la falaise derrière leur maison, 2 hivers auparavant. Depuis lors, il a peu parlé et beaucoup creusé. Certains disaient que c'était la culpabilité, d'autres que le chagrin l'avait rendu excentrique, mais personne ne s'est approché suffisamment pour le savoir. Les premières semaines de septembre ont été passées sous observation. Depuis le champ, il pouvait la voir agenouillée, creusant le sol comme si elle cherchait quelque chose d'enfoui. Des enfants passèrent en courant et en riant bruyamment. Elle veut être enterrée avec lui. Les mères demandèrent le silence mais retinrent leur rire. Il était facile de rire de ce que l'on ne comprenait pas. Le village tout entier a continué à vivre selon ses habitudes. Murs renforcés d'argile, interstices colmatés avec de la paille, caisses de sel empilées dans le garde-manger. Tout le monde savait que janvier apporterait une vague de froid comme peu en avaient jamais connu. Mais personne n'en parlait ouvertement. Non par peur, mais par habitude. À Chamonix, l'hiver était attendu comme on attend la fin d'un cycle inévitable, dans le silence. Mais ce que faisait Élise était en décalage avec tout le reste. Il a étayé des planches profondément à l'intérieur, placé des pierres pour soutenir les murs de terre et testé de petits leviers fabriqués à partir de cordes et de morceaux de traîneau. Elle ne stockait pas de nourriture dans la cuisine. Tout se faisait en souterrain. Un matin d'octobre, une voisine âgée, Madame Lefebvre, a tenté d'engager la conversation. « Tu sais, la glace s'infiltre jusqu'aux os. Là-dessous, c'est pire. » Élise se contenta d'acquiescer, sans cesser de nouer les fagots de paille qu'elle transportait dans le trou. Cet après-midi-là, la nouvelle circulait dans le village. Elle va mourir là-dedans. Et avec le temps, les tentatives d'intervention ont cessé. Il était plus confortable de la voir échouer que d'admettre la possibilité qu'elle sache quelque chose que les autres ignoraient. L'hiver n'est pas arrivé d'un coup. C'est arrivé comme toujours, lentement, sûrement, et déguisé en brouillard. Dès les premières neiges, tout le monde a souri. C'était le signe qu'ils étaient impréparés, sauf elle. Élise recouvrit l'entrée de l'abri de vieilles planches, de feuilles et d'une couche de pierre. On ne l'a plus jamais revue. Ce que personne ne savait, c'est que, là-dessous, il y avait bien plus que de la saleté et de l'entêtement. Et le pire était encore à venir. La décision d'Élise a été prise plusieurs mois plus tôt, à la fin de l'hiver dernier. Tandis que les autres célébraient le dégel avec du pain frais et des enfants courant pieds nus dans la boue, elle traversait la forêt à la recherche de grosses pierres droites, du genre difficile à transporter. Il n'a pas donné d'explication. Il n'a échangé un mot avec personne. Il observait simplement le sol et marquait les endroits avec de petites branches plantées dans la terre. Certains pensaient qu'elle avait entrepris une sorte de pénitence. D'autres disaient qu'il construisait quelque chose en secret. Mais ce qu'on entendait le plus souvent, c'était « Elle se condamne à mourir aux côtés de son mari », et il s'est propagé facilement. Au marché, quand Élise est apparue avec des bottes sales et les bras écorchés par le transport du bois, les commentaires chuchotés étaient trop près. Elle pense qu'elle survivra à la glace dans l'obscurité. Ils la trouveront figée, enlacée par les racines. Personne n'a vraiment posé la question, et elle n'a pas donné d'explication. Au fil des jours, ses choix sont devenus de plus en plus évidents. Avant, j'achetais du sel, mais pas pour conserver la viande. Il était destiné au sol. Il apporta des tissus épais que personne n'avait utilisés depuis les épidémies de choléra.
Et il n'a pas tendu de corde pour faire des draps, seulement pour marquer l'entrée du trou. Elle creusait comme quelqu'un qui assemble une horloge, avec précision, routine et silence. Chaque pièce assemblée faisait naître un autre besoin. La première tentative de construction d'un toit souterrain s'est effondrée. Le lendemain, elle ramassait les mêmes morceaux, les doigts bandés et les yeux cernés. Corrigé, refait. Il a essayé une autre approche. Un dimanche, un groupe de garçons passa par là, curieux. Elle était en train d'assembler une sorte de poêle de fortune, fixé au rocher, avec de l'argile et des cendres. L'un d'eux cracha par terre et dit assez fort « Pourquoi tout ce tapage? Vous allez faire un festin en enfer ?» Elle leva les yeux, mais il n'a pas répondu. Il continua à peaufiner la structure, comme si le commentaire s'était perdu dans le vent. Ce silence, plus encore que les fouilles, a commencé à susciter l'inquiétude. Il n'y a pas eu de confrontation. Il n'y avait pas de folie manifeste. Juste conviction. Et le temps passa. En novembre, la première vague de froid importante a frappé Chamonix. Cela a duré 2 jours. Certaines personnes ont perdu une partie de leur récolte tardive. Certaines fenêtres se sont fissurées. Le prêtre a averti pendant la messe. Cet hiver sera rigoureux, comme ceux d'autrefois. Et c'est seulement à ce moment-là que certains ont commencé à se poser des questions. Et si elle avait raison? Mais il était trop tôt pour l'admettre. À l'extérieur, le village conservait encore ses rires. Mais maintenant, ce n'était plus aussi facile. Car, même sans dire un mot, Élise ne semblait pas avoir tort. Elle semblait prête. Le petit matin du 12 décembre était différent. Le bruit du vent a changé. Ce n'était plus le sifflement ténu qui filtrait à travers les fissures, mais un bruit sourd et constant, comme si le ciel pesait de tout son poids sur le village. La température a chuté rapidement, de près de 10 degrés en quelques heures seulement. Certains animaux se sont figés dans l'étable. À l'aube, la moitié des portes étaient recouvertes de glace de l'intérieur. Les cheminées sont tombées en panne. Le bois mal séché crépita violemment et éteignit le feu. Chez les Durand, le plus jeune fils tremblait, son visage devenant violet. Chez les Bernier, la farine avait durci à cause du froid ce matin, mais l'abri d'Élise a tenu bon. En bas, la chaleur était suffocante, immobile, sans un souffle de vent. L'humidité est régulée par la paille sur le toit et les pierres qui l'entourent. Elle avait stocké de l'eau dans des pots enterrés, isolés par des couches de tissu et d'argile. Les racines n'ont pas gelé. Le poêle de fortune maintenait une température minimale constante, et le silence qui régnait là, c'était un silence d'une autre nature. Elle pouvait entendre le monde se figer au-dessus d'elle. Et j'ai attendu. Pendant 3 jours, personne ne l'a vu. Certains pensaient qu'il était mort, mais il n'y avait ni odeur, ni corbeau. L'entrée de l'abri semblait intacte, légèrement recouverte de neige et parfaitement protégée. C'était comme si c'était scellé. Dans le village, les conversations commençaient déjà à changer de ton. Le savait-elle? Était-ce le cas depuis le début? Mais personne n'osait poser la question. Il était encore trop tôt pour admettre l'erreur. Et personne n'oserait avouer à voix haute envier un trou dans le sol. Le matin du 4e jour, le vieux Marcel tenta de sortir de la maison et glissa en ouvrant la porte. Il a failli y perdre ses doigts, qui sont restés collés à la poignée de porte gelée. Il fut le premier à le dire, les yeux baissés. Peut-être a-t-elle raison. Le même après-midi, une des cheminées s'est effondrée sous le poids de la neige. De la fumée s'est accumulée à l'intérieur de la maison. Le fils de Madame Lefebvre a été retrouvé hébété appuyé contre le mur. Il n'est pas mort, mais il crachait du sang. Pendant ce temps, de retour à l'abri, Élise se remémorait le temps en faisant de petites marques sur le bois, pas pour le contrôle, mais par respect. Chaque jour passé là-bas était un geste de rébellion contre ce qu'on attendait d'elle, contre la certitude des autres, contre la répétition qui a tué en silence. Elle ne souriait pas, elle ne se sentait pas victorieuse. Vivait, tout simplement. Et là-haut, la course était encore loin d'être terminée. Le 7e jour sous terre, le silence changea de ton. Ce n'était plus l'environnement chaleureux et protecteur des débuts. C'était dense, lourd, comme si quelque chose au-dessus s'était complètement endormi. Élise remarqua que l'air était différent, encore plus humide. En s'approchant du mur nord de l'abri, il remarqua de l'humidité qui s'infiltrait entre les pierres. L'argile commençait à céder. L'abri qui avait résisté au froid menaçait maintenant de s'effondrer de l'intérieur. Elle n'a pas paniqué. Il recula simplement de quelques pas et observa. Il ramassa un des bâtonnets de bois, en toucha les bords et écouta le léger crépitement de l'argile. Le toit ne s'effondrerait pas immédiatement, mais ce n'était qu'une question de temps. Dehors,
Le sol était tellement gelé qu'il bloquait l'écoulement des eaux. L'air chaud intérieur a provoqué de la condensation, et l'humidité accumulée s'infiltrait de l'intérieur même de l'abri qu'il avait protégé. Pour la première fois, elle hésita. Il regarda le coin où il rangeait les provisions, puis le plafond juste au-dessus. Il en restait une partie. Pommes de terre séchées, gros sel, 3 pots de saindoux. Chaque article est soigneusement emballé, isolé et numéroté. Elle devait choisir. Soit ils ont renforcé la structure et laissé les approvisionnements exposés au risque, soit vous préservez les aliments et vous laissez le toit s'effondrer. Il a fait ce choix en silence. Il prit les épais tissus qui lui servaient de literie et les enroula autour des zones humides. Il a fabriqué les lacets avec les lanières de ses propres bottes. Il utilisa 2 poutres de rechange pour appuyer sur les angles où l'argile s'affaissait. Il a travaillé pendant des heures, seul en silence, respirant un air raréfié et luttant contre le froid qui s'infiltrait dans la base. Ce n'est qu'en s'arrêtant qu'il a eu le vertige. La température avait chuté à l'intérieur, et elle commença à sentir ses doigts bouger plus lentement, s'engourdir de plus en plus. Il a essayé de rallumer le poêle en utilisant les braises conservées dans les cendres, mais l'humidité avait presque tout effacé. Il a réessayé. Cela a échoué. À la 3e tentative, à l'aide d'une fine torche de paille sèche dissimulée dans un pot en argile, il parvint à rallumer une petite flamme, fragile, mais ça suffit. Il resta là des heures durant, le dos appuyé contre le mur qui faillit s'effondrer, respiration lourde, les mains blessées, le visage inexpressif. Dehors, les villageois pouvaient à peine quitter leur maison. Les fenêtres étaient obstruées par des couches de neige et de glace qui mettaient des jours à fondre et quelques minutes à regeler. Le jeune Luc, fils de Madame Lefebvre, essayait de ramasser du bois de chauffage lorsqu'il est tombé devant sa propre porte. Il est resté là pendant plus d'une demi-heure avant que quelqu'un ne parvienne à le ramener en arrière. Il n'a pas perdu la vie, mais il a perdu 2 doigts. Le prêtre a annoncé pendant la messe que c'était un temps de pénitence. Mais au fond, personne ne se sentait prêt, même pas les plus anciens. Le 8e jour, l'abri d'Élise retrouva son équilibre. Le toit ne s'est pas effondré. Les approvisionnements ont tenu bon. Et la flamme demeurait vive, alimentée par des restes de racines et de fibres sèches soigneusement préservées. Mais elle le savait maintenant. Un nouvel ennemi était apparu. Pas le froid, mais le temps. Et le temps coûte plus cher que la glace. Au 12e jour du rude hiver, Chamonix cessa d'être un village et devint un bruit étouffé niché au cœur des montagnes. La neige ne tombait plus légèrement. Elle tombait par plaques, poussée par des vents hurlants jusqu'au petit matin, arrachant les tuiles, brisant les branches, ensevelissant les sentiers. Personne d'autre n'essayait de quitter la maison. Même les chiens, pourtant habitués au froid, frissonnaient en s'appuyant contre les portes. Ce qui était autrefois une routine, nourrir les animaux, ramasser du bois de chauffage, chauffer l'eau, était désormais une question de survie pure et simple. Les réserves, fièrement formulées à la fin de l'automne, s'évaporaient avec l'espoir, et leurs regards se croisèrent, pour la première fois, avec moins de jugement et plus d'appréhension. Madame Lefebvre, la même femme qui s'était moquée d'Élise des mois auparavant, regardait maintenant par la fenêtre comme si elle s'attendait à voir une silhouette émerger de la neige. Mais personne n'est venu, pas Élise. En contrebas, l'abri a tenu bon, mais l'air était lourd, dense. Non pas à cause du climat, mais à cause de la météo. Élise ne dormait plus bien. Les cycles s'étaient mélangés. Le jour et la nuit étaient des concepts qui n'existaient pas sous terre. Elle comptait les pauses entre les rafales de vent pour savoir s'il faisait jour ou après-midi. Les réserves s'épuisaient. Elle le savait. Je l'avais noté. Je savais quelle quantité de chaque chose restait. Mais il ne montrait aucun signe de précipitation. Au contraire, cela a démontré sa maîtrise. Le plus grand défi pour elle n'était pas le froid extérieur. Il s'agissait de maintenir la clarté ici. Il s'agissait de faire confiance à l'abri même lorsque tout s'écroulait à l'extérieur. Le 14, le toit de la maison de la famille Durand s'est effondré au petit matin. La neige a envahi le 2e étage. 5 personnes dormaient là. 4 personnes se sont échappées. Le grand-père n'a pas eu cette chance. Et c'est à ce moment-là que les voisins commencèrent à rompre le silence. Il faut vérifier si elle est vivante. S'il a survécu, il aura peut-être de l'eau, du bois de chauffage, n'importe quoi. Et s'il n'y en a pas, il reste peut-être un abri. Cette phrase, il y a peut-être encore un abri, fut le premier véritable aveu, non pas à cause de leur faute, mais quelle pourrait en être la raison. Et ainsi, au cœur de la nuit la plus froide de cette année-là,
3 silhouettes traversèrent silencieusement la neige, pas avec des torches, mais à main nue et le visage baissé. On a frappé à la porte de la maison. Rien. Ils encerclèrent le côté où ils se souvenaient avoir vu les piquets et la paille. Là, recouverte d'une épaisse couche de glace, l'entrée de l'abri existait encore, laitue, intacte. Ils se mirent à creuser avec leurs mains. Des morceaux de glace me cassent les ongles. Mon visage brûle sous le vent. Mais ils ont creusé, jusqu'à ce qu'ils touchent du bois. Une planche sombre et sèche. Aucune trace d'humidité. Aucune fissure. Et là, ils m'ont frappé. 3 fois. Rien. 2 autres. Silence. Alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, ils entendirent un faible bruit. C'est pénible. Un loquet. Et puis, la porte s'ouvrit. Quelques centimètres. Juste assez pour que la fumée chaude s'échappe et rencontre l'air glacial. De l'autre côté, le visage d'Élise. Pâle. Épuisé. Mais se tenir debout. Elle n'a pas demandé pourquoi ils étaient là. Je n'ai pas dit, je vous l'avais bien dit. Il n'a rien exigé. Il a juste regardé puis a reculé de 2 pas, et il laissa la porte entr'ouverte. Ils entrèrent avec prudence, comme s'ils n'entraient pas dans un abri, mais c'était une décision qu'ils avaient niée pendant des mois. La température intérieure n'était pas élevée, mais elle était vivante. Il n'y avait pas de réconfort, il y avait de la résistance. Et cela, en soi, était plus que ce que quiconque présent possédait. Élise n'a pas dit un mot. Elle a simplement désigné un coin où des chiffons secs étaient empilés. C'est là qu'elle a dormi. Il proposa, sans dire un mot, comme s'il savait déjà que tôt ou tard, quelqu'un viendrait. Madame Lefebvre fut la première à baisser les yeux, non pas par culpabilité, mais pour la reconnaissance. Elle s'assit sur le sol en pierre et ajusta le manteau de son petit-fils, qui tremblait en silence. Le garçon regarda Élise comme s'il voyait quelque chose que personne ne lui avait jamais montré auparavant, le calme au milieu du chaos. Cette nuit-là, 7 personnes ont dormi dans le refuge, en alternant avec les zones moins froides, s'appuyer sur les murs de pierre et utiliser le silence comme langage. Élise a divisé le gras de porc, 1 cuillère par personne. Il apporta de l'eau qu'il avait recueillie par condensation. Et il entretenait la flamme avec les fibres restantes qu'il avait conservées depuis la fin de l'automne. Personne n'a dit merci, personne ne l'a demandé, personne ne s'est excusé. Mais l'atmosphère à l'intérieur avait changé, et ce n'était pas l'air. Le lendemain, 2 autres hommes arrivèrent. L'une d'elles était celle-là même qui avait déclaré, des mois auparavant, qu'elle creusait une tombe. Il n'a pas demandé pardon. Elle ne l'a même pas exigé. Elle a simplement désigné le coin de l'abri où elle entreposait des pierres. Ils ont compris. Ils ont passé la matinée à renforcer les murs, combler les interstices, réparation du plafond. Ils travaillaient en silence. Mais dans ce silence, il y avait de la gratitude. Au fil des jours, l'abri s'est transformé. Pas un refuge, mais un miroir. Là-bas, chaque geste avait une signification. Chaque regard évité était porteur d'un souvenir. Chaque bouffée de fumée rappelait qu'on avait ignoré quelqu'un, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. À un moment donné, l'un des garçons, Pierre, le plus jeune, a demandé « Saviez-vous que cela allait arriver ?» Élise leva les yeux. Pendant un instant, on a cru qu'il allait répondre, mais il n'a pas répondu. Il saisit une corde, la lui tendit, et désigna le plafond. Dans ce geste, tout ce qui devait être dit était contenu. Pierre comprit. La réponse n'était pas une question de prédiction, il s'agissait de préparation. Le 20e jour, lorsque le froid commença à s'atténuer, les résidents du refuge commencèrent à partir petit à petit. Il n'y avait pas de soleil, mais il y avait du ciel. Dehors, Chamonix était recouverte de couvertures, silencieux, comme si les jours avaient défilé sans qu'elle ait à demander la permission. Certaines maisons ont résisté, d'autres non, mais tout le monde savait d'où il venait. Et personne n'a oublié. Lorsque le dégel a finalement commencé, le silence régnait, sans trompette, sans prévenir. Des gouttes, tout simplement. Des gouttes ruisselèrent des toits, frappant le bois et formant de petits sillons dans la neige durcie. C'était comme si les horloges se remettaient à zéro. Chamonix se remit à respirer lentement. Les portes s'ouvrirent, progressivement. Le marché a été reconstruit à l'aide de vieilles bâches. Les gens regagnèrent les trottoirs lentement, à petits pas, le regard marqué. Mais il y avait quelque chose de différent. Les rouages de l'habitude ne tournent plus sur le même axe. Au printemps, ils ont érigé une petite borne en pierre sur le côté de l'abri. Pas par son nom, même pas un hommage, un simple symbole. Dehors, personne ne disait à voix haute ce que cela représentait. Mais tout le monde le savait. Certaines personnes ont commencé à conserver leurs aliments différemment.
D'autres commencèrent à percevoir la région sous un jour nouveau, et quelques-uns, à voix basse, commencèrent à enseigner à leurs enfants l'importance de l'écoute, même ceux qui semblent avoir tort. Élise continua à vivre dans la même maison. Il n'a rien construit de nouveau, il ne recherchait pas la reconnaissance. Au cours des mois suivants, on l'a vu nettoyer l'intérieur du refuge, stockage du bois de chauffage, renforcement de l'entrée. Lorsqu'on lui a demandé si elle s'attendait à un autre hiver comme celui-ci, elle a simplement secoué la tête. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Comme quelqu'un qui comprend que la préparation ne consiste pas à anticiper ce qui va se produire. Mais que pourrait-il arriver? Les enfants du village passaient désormais plus lentement devant sa maison. Ne riez pas. Certains faisaient signe de la main. Elle rendait rarement l'appareil. Mais il laissait le portail de la clôture légèrement ouvert. Des mois plus tard, Madame Lefebvre commença à lui rendre visite avec du pain sec et des tissus filés. Pas à titre de paiement, mais à titre de geste. Et entre les deux, un espace de silence confortable s'est créé. Le refuge n'a jamais fermé. Il était toujours là, en souvenir, en tant que structure, comme un avertissement silencieux. Le froid ne demande pas la permission. Et lorsque la génération suivante posait la question, les parents répondaient par une seule phrase. C'est là qu'on apprend à écouter. Trop tard. Certaines personnes crient pour se faire entendre. D'autres continuent de creuser. Élise n'a jamais voulu rien prouver. Elle n'a battu personne. Il ne resta debout que lorsque les autres s'arrêtèrent. Et finalement, ce n'est pas le refuge qui l'a sauvé. C'était le silence. La décision solitaire de construire, alors que tout le monde riait. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, restez avec nous. Aimez, abonnez-vous, ne pas suivre les tendances, mais suivre des histoires comme celle-ci. Et quand la prochaine vidéo commencera, peut-être pouvez-vous reconnaître le froid avant qu'il n'arrive.